Vous souhaitez créer une société d'e-commerce? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous explique justement aujourd'hui, d'une part, quel statut choisir. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients et il faut vraiment choisir le bon statut parce que ça va avoir des répercussions sur le pro et sur le perso. Donc, il ne faut pas se tromper. Et je vous expliquerai également les différentes étapes de création pour que vous puissiez vraiment avoir tout en votre possession et vous lancer dans cette nouvelle activité. Donc aujourd'hui, on va voir 3 statuts, les principaux qu'on pourrait utiliser pour se lancer dans une activité de e-commerce. Donc on aura notamment l'auto-entreprise, la SASU et le URL. C'est vraiment les 3 statuts principaux et vous allez voir tout de suite quels sont les avantages et les inconvénients de chaque statut. Alors premier statut, l'auto-entreprise. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-entreprise, c'est effectivement un statut. En général, on pense souvent à celui-ci puisque c'est vrai que c'est assez simple à le mettre en place. C'est gratuit à l'ouvrir, gratuit à le fermer. Donc si l'activité ne fonctionne pas, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'attractif. On se dit, voilà, c'est simple, je démarre vite. Le problème, c'est que dans une activité de e-commerce, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de réglementation et donc ça peut avoir des conséquences de choisir ce statut. Première chose à savoir, sur une activité de e-commerce, donc vous faites de l'achat-revente de produits, c'est donc une activité commerciale. Donc on a un plafond au niveau du chiffre d'affaires à respecter qui ne va pas être le même que sur une autre activité. Et le plafond, il est à 188 700 €. Donc là, c'est vraiment le montant de chiffre d'affaires maximum que vous pouvez réaliser sur une année civile, de janvier à décembre. Petite parenthèse, attention, ça va dépendre de la date de création, forcément. Ce seuil, il est applicable de janvier à décembre, mais si vous créez en juin, vous le faites au prorata. Donc il faut le recalculer par exemple pour 6 mois. Voilà, donc c'est un montant à ne pas dépasser, sinon vous allez devoir changer le statut. Donc comment ça va se présenter avec l'auto-entreprise? C'est très simple, à chaque fois que vous allez avoir du chiffre d'affaires, donc tous les mois, il va falloir le déclarer d'une part à l'URSSAF, que vous aurez vos identifiants, vous connectez sur le site de l'URSSAF des auto-entrepreneurs, et donc chaque mois ou chaque trimestre, l'objectif c'est d'aller déclarer quel chiffre d'affaires vous avez encaissé. En fait, il faut comprendre que votre chiffre d'affaires, c'est un petit peu comme votre salaire brut, donc il va falloir déduire les cotisations sociales pour avoir votre salaire net. C'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre. On va déclarer son chiffre d'affaires encaissé, le chiffre d'affaires brut, et là-dessus, vous allez payer vos cotisations sociales. Les charges sociales à prévoir, c'est 12,3% de cotisations à payer à l'URSSAF, donc 12,3% de votre chiffre d'affaires qu'il faudra payer donc à chaque fois que vous avez du chiffre. Ça va vous permettre d'avoir une protection sociale minime, mais une protection sociale quand même. Vous allez cotiser potentiellement à des trimestres de retraite, vous allez avoir une couverture sociale si vous tombez malade, etc. Alors la première année, potentiellement, vous pouvez demander une exonération pour payer un peu moins de charges URSSAF, ça s'appelle l'ACRE, et c'est une réduction de cotisation sociale tout simplement. Donc on va à peu près diviser par 2 le montant. Donc ça vous reviendra à peu près à 6% de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires. La partie ACRE, bien sûr, il y a des conditions. Il faut regarder si vous êtes éligible à l'une des conditions. Les principales, c'est soit d'avoir moins de 25 ans ou d'être inscrit à France Travail. Et dernier point important sur la partie ACRE, c'est valable que 4 trimestres. Donc faites peut-être attention à la date de création de votre micro-entreprise, puisque si vous la créez, par exemple, au 1er avril, vous aurez l'ACRE jusqu'au 31 mars de l'année suivante. En revanche, si vous la créez au 1er juin, ça s'arrêtera quand même au 31 mars. Vous voyez, c'est vraiment 4 trimestres d'exonération. En résumé, vous encaissez votre chiffre d'affaires, vous le déclarez tous les mois ou tous les trimestres à l'URSSAF pour payer vos cotisations sociales et c'est à peu près tout. Après, à la fin de l'année, il va falloir déclarer vos impôts sur le revenu perso et donc là, pareil, il faut remettre le chiffre d'affaires que vous avez fait sur l'année dans une case de votre déclaration d'impôt. Là, ce qui est assez intéressant en micro-entreprise, c'est qu'on va avoir un abattement puisque, vous l'avez compris, vous allez acheter de la marchandise que vous allez revendre, mais le problème de l'auto-entreprise, c'est qu'on ne peut pas déduire les frais réels. Donc on ne va pas pouvoir déduire tous nos achats. En compensation, les impôts nous mettent un abattement forfaitaire. Ils estiment qu'on a à peu près 71% de dépenses. Donc si vous avez fait 10 000 € de chiffre d'affaires, vous le déclarez dans votre imposition, votre feuille d'impôt. Sur les 10 000 €, vous aurez donc 7 100 de réduction et donc il nous restera 2 900 €. Donc vous encaissez 10 000 mais vous payez des impôts sur 2 900 €. Donc là, ça peut être intéressant si vous avez moins de dépenses, évidemment. Mais si vous avez beaucoup de dépenses, en tout cas plus que 71%, voilà, le statut peut peut-être avoir ses limites. Dernière particularité sur l'auto-entreprise, vous allez normalement démarrer sans TVA. En général, c'est ce que beaucoup d'auto-entrepreneurs font, puisque ils sont tout seuls, ils n'ont pas de comptable, donc ils n'ont pas envie de s'embêter avec une déclaration de TVA. C'est possible, vous avez totalement le choix, quand vous créez, de choisir la TVA dès le début. Ça, c'est possible. Mais si vous démarrez sans la TVA, vous devrez surveiller votre chiffre d'affaires. Et donc, à partir du moment où votre chiffre d'affaires va arriver à 85 000 €, c'est le plafond
plafond de la TVA. Donc dès que vous arrivez à 85 000 €, il faut prévenir les impôts pour aller à partir de maintenant mettre de la TVA. Et donc c'est là où ça va se complexifier un petit peu, c'est qu'au niveau de ce que vous vendez, le taux de TVA selon les pays peut changer. Donc c'est là où ça devient important d'avoir potentiellement un comptable à vos côtés pour vous guider dans ces démarches. Donc on a vu un peu la partie théorique du statut de l'auto-entreprise, mais vous allez me dire, ok Laura, d'accord, mais c'est quoi le plus important pour moi, forcément? En résumé, l'auto-entreprise, ça peut être bien pour un petit peu démarrer, se tester. Si vous faites des ventes de France à France, j'ai envie de vous dire, la réglementation est assez simple, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Vous pouvez peut-être vous lancer avec l'auto-entreprise pour tester un petit peu, trouver vos clients, mettre en place un petit peu les échanges avec vos fournisseurs, etc. Puis c'est vrai qu'on a un bel abattement sur l'impôt sur le revenu, donc si on n'a pas beaucoup de dépenses, en tout cas que l'abattement couvre largement, pourquoi pas? Sinon, c'est vrai qu'il y a quand même des inconvénients sur l'auto-entreprise. La première, c'est que vous mélangez le patrimoine pro et perso. Imaginez, vous ne payez pas vos factures pour vos fournisseurs, vous avez des dettes, on peut venir saisir vos biens perso pour rembourser les dettes. Donc c'est quand même un risque à prendre, il faut en avoir vraiment conscience. Deuxième point, généralement les auto-entrepreneurs sont seuls, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de comptable. Donc là, ça peut être un petit peu perturbant parce qu'il y a quand même des réglementations, on va le voir un petit peu après, il y a pas mal de réglementations, notamment au niveau de la TVA. Ça dépend si vous vendez les produits en France ou à l'étranger, en Union européenne ou hors Union européenne. Donc il y a vraiment des règles assez spécifiques qu'il faut maîtriser. Donc c'est bien d'avoir un comptable pour vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Il y a notamment un point important qu'on n'a pas encore abordé. Vous avez peut-être entendu parler de la TVA mini-guichet. En fait, le mini-guichet, ça va correspondre quand vous vendez des biens en Union européenne à des particuliers. Donc c'est très spécifique, c'est vraiment on vend dans l'Union européenne à des particuliers. À partir de 10 000 €, il va falloir mettre la TVA du pays. Donc je vous prends un exemple, vous vendez à un particulier en Allemagne, il va falloir rajouter la TVA du pays en Allemagne. Donc c'est très très spécifique, il faut maîtriser tous ces taux de TVA et surtout il faut faire une déclaration à part, la TVA mini-guichet, c'est sur le site des impôts que ça se passe et donc là il y a un formulaire à remplir tous les mois ou tous les trimestres pour vraiment aller noter toutes les ventes qu'on a fait par pays avec quel taux de TVA pour aller payer la TVA du pays. Donc ça c'est très spécifique. Et c'est vrai que quand on est tout seul à faire cette partie-là, c'est assez compliqué. Donc voilà, ça va assez vite. Vous voyez que 10 000 € de vente, ça peut quand même être atteint assez rapidement. Donc faites bien attention, si vous savez que vous allez être dans ces cas de figure-là, il vaut peut-être mieux partir sur un autre statut et être accompagné par un comptable. Autre point de vigilance qui est quand même un inconvénient quand on est en micro-entreprise, il y a certains fournisseurs, donc auxquels vous allez les contacter pour faire vos achats de produits, il y en a certains qui refusent de travailler avec des auto-entrepreneurs. Donc là, ça peut être vraiment un frein, le statut, et ça va dépendre de vos fournisseurs. Il y en a, ça pose pas de problème, mais il y en a certains, vraiment, ils préfèrent travailler uniquement avec des sociétés parce que ça fait plus sérieux et c'est plus rassurant pour eux. Quand on est en auto-entreprise, souvent, les clients mettent l'adresse chez eux. C'est ce qu'il y a de plus facile pour le siège social, pour recevoir les courriers, etc. Le problème avec une activité de e-commerce, on n'a pas le droit donc de stocker des produits à la maison. Ça, c'est interdit. Déjà, d'une part, au niveau des assurances, puisque si il y a un incendie ou autre, l'assurance d'habitation va peut-être pas forcément prendre en compte. Donc ça, c'est le premier problème. Mais de manière générale, c'est interdit de stocker des produits chez vous. Donc, vous n'allez pas avoir trop le choix de devoir louer des box de stockage ou en tout cas un local pour stocker votre marchandise si vous gérez le stock. Et donc là, le problème, c'est que vous allez devoir payer un loyer pour le stockage. Et donc, comme on ne peut pas déduire les frais en auto-entreprise, ça va vous rajouter des frais que vous allez payer. Vous payerez toujours votre URSSAF et vos impôts sur le chiffre d'affaires initialement perçu. Donc là, avec ce loyer en plus, potentiellement, l'abattement dont on parlait tout à l'heure au niveau des impôts va peut-être pas suffire. Donc il faut vraiment faire attention, ça vous rajoute des frais à votre charge. Et donc le dernier point qui pour moi est peut-être le plus important à avoir en tête quand on est en auto-entreprise, vous allez vous inscrire sur des sites en ligne, des plateformes de paiement pour que vos clients puissent commander vos produits sur le site et payer directement les produits. Vous allez vous inscrire avec votre numéro SIRET. Le problème, si l'activité fonctionne super bien, et c'est ce que je vous souhaite, une fois que vous allez dépasser les seuils, il va falloir donc changer le statut. Et qui dit changement de statut dit nouveau numéro SIRET en général. Et donc là, il va falloir tout recommencer au niveau de vos plateformes. Il faudra fermer la plateforme que vous aviez avec l'auto-entreprise pour la recréer avec le nouveau statut. Et là, ça peut vraiment être compliqué parce que ça veut dire que pendant un laps de temps, vous ne pourrez plus vendre sur la plateforme puisqu'elle ne sera plus disponible pour vos clients.
Donc même en termes de référencement, c'est pas l'idéal. Si vous vous êtes constitué un bon référencement avec le premier site et finalement on le ferme pour en rouvrir un, il faut tout recommencer avec le nouveau statut. Donc là, je trouve que c'est quand même un problème. Il vaut mieux choisir dès le début le bon statut pour éviter tous ces problèmes. Alors, on en a terminé avec le statut de l'auto-entreprise. On va maintenant voir la SASU et ou le URL. C'est vraiment les deux autres statuts qu'on va pouvoir utiliser dans cette création de société e-commerce. Là, l'avantage qu'on a, c'est que ce sont deux statuts professionnels. Donc, il y a une inscription au greffe du tribunal de commerce, ce qui veut dire qu'on va vraiment protéger votre patrimoine. Dans un cas ou dans l'autre, la SASU et le URL, ça protège vraiment. Là, on a le pro d'un côté, le perso de l'autre. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a des dettes ou autres, là, on ne peut pas venir saisir les biens. Donc là, c'est la première grosse différence avec notre auto-entreprise. Alors évidemment, on a toujours les mêmes problématiques liées au mini-guichet, comme on a vu tout à l'heure. Les règles sur la TVA s'appliquent, c'est les mêmes, quel que soit le statut. Là, l'avantage, c'est que potentiellement, vous pouvez faire appel à un comptable. Je le répète, ce n'est pas obligatoire de se faire accompagner par un comptable. Ce qui est obligatoire, c'est de déposer des documents aux impôts. Là, en société, c'est un peu plus lourd qu'au niveau d'une micro-entreprise, puisqu'on va avoir un bilan comptable, il y a plusieurs déclarations qu'il va falloir réaliser et transmettre auprès des impôts. Mais voilà, vous pouvez les faire tout seul si vous vous en sentez capable, il n'y a pas de souci. Moi, je vous recommande forcément vivement d'avoir un comptable, parce que d'une part, ça va vous dégager du temps. Une activité de e-commerce, c'est quand même prenant. Il faut gérer ses fournisseurs, ses clients, le site, la plateforme. Donc, ça va déjà bien remplir votre agenda. Si en plus, vous rajoutez une surcharge administrative, c'est aussi une prise de tête parce que, comme je vous le disais, il faut connaître quand même toutes les règles de TVA. Donc, voilà, toutes ces raisons font que je conseillerais vivement de vous faire accompagner par un comptable pour déléguer cette partie-là. Vous savez que le travail est bien fait et au moins, ça vous achetez votre tranquillité et vous serez beaucoup plus serein pour le lancement de cette activité. Donc pour information, sur l'expertcomptable.com, nous c'est une activité qu'on a l'habitude de gérer. On a d'ailleurs une équipe dédiée, des spécialistes sur la partie e-commerce, qui se feront un plaisir de vous accompagner. Et comme ça, au moins, vous aurez votre comptable dédié pour pouvoir poser toutes vos questions et nous confier la comptabilité de votre entreprise. On va détailler un peu plus donc, les deux statuts. Donc on commence tout de suite avec la SASU. Donc là, la SASU, comme je vous le disais, c'est une société commerciale, donc on protège bien son patrimoine. Elle va beaucoup ressembler, le URL. La grosse différence, ça sera vraiment au niveau de votre protection sociale. Là, sur une SASU, on est comme un salarié cadre, donc assimilé salarié, ce qui veut dire que le jour où vous voulez un salaire, dégager un salaire de cette activité-là, il faudra faire une fiche de paye et vous payerez des cotisations sociales sur le salaire net. Donc là, vous voyez, il n'y a plus du tout de rapport. On ne paye pas de charges sociales sur le chiffre d'affaires. Vous pouvez très bien encaisser du chiffre d'affaires et ne pas le prendre en salaire. C'est souvent le cas quand on fait cette activité-là en complément. Si par exemple, vous avez déjà un CDI et puis que vous voulez lancer cette activité de e-commerce à côté, vous pouvez le faire et je vous recommanderais la SASU puisque l'avantage, c'est que si vous ne prenez pas de salaire, avec la SASU, on ne payera pas de cotisation URSSAF. Donc là, ça peut être intéressant dans ce cas de figure-là. La SASU, c'est super quand on n'a pas besoin de prendre un salaire, soit parce qu'effectivement, on a déjà un revenu à côté, et c'est une activité complémentaire, soit on est, par exemple, pendant 18 mois accompagné par France Travail, et donc vous avez votre chômage tous les mois. Donc là, quand on a le chômage tous les mois, c'est pareil, on n'a pas besoin de se dégager un salaire tout le temps. Donc le temps de lancer l'activité, au moins ça vous permet d'avoir un statut qui encaisse l'argent, qui paye tous les fournisseurs et après on voit en fin d'année pour récupérer potentiellement cet argent-là en dividende. Donc voilà, au niveau de la SASU, ça va vraiment être savoir est-ce que vous avez besoin d'un salaire ou non. Si vous n'avez pas besoin d'un salaire, on peut se lancer en SASU et on prendra plutôt l'argent en fin d'année, par exemple en dividende. Le URL, donc l'autre statut qui nous reste à voir, là du coup le régime social est différent, on est chez les indépendants et donc là l'avantage c'est que quand vous allez vouloir prendre un salaire, ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'une SASU. La SASU, les charges sociales sont plus élevées vu que vous êtes un salarié cadre vis-à-vis de l'URL où là, on divise pratiquement par 2 le montant des cotisations sociales. Donc ça peut être intéressant quand on a besoin de se dégager un salaire régulier. Attention quand même, au niveau de l'URL, la protection sociale est moins bonne que sur une SASU. Donc pour pallier à ça, il faut mettre des contrats complémentaires en place. Donc les contrats complémentaires, c'est tout simplement un contrat mutuel, un contrat de prévoyance, pourquoi pas des contrats retraite. Ça vous permet d'être bien couvert, mais pour cela, c'est des questionnaires à remplir puisque ça sera des contrats auprès d'assureurs privés et donc potentiellement ils vont vous faire remplir des questionnaires de santé. Donc attention, si jamais vous avez des soucis de santé ou si vous êtes proche de la retraite, potentiellement vous pouvez vous retrouver avec des contrats très chers. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas entre les deux. Là pour le coup, ça dépend de la personne et de vos projets perso, vraiment de la personne en elle-même. Donc, je ne vais pas conseiller le même statut à 2 personnes différentes. Donc là, pour le coup, c'est là encore
très utile de se rapprocher d'un expert comptable comme nous pour qu'on puisse comprendre votre besoin et vous conseiller sur le meilleur statut qui sera adapté pour vous. Donc on a vu maintenant les différents statuts d'entreprise. Vous l'avez compris, l'auto-entreprise, vous n'avez pas forcément beaucoup d'étapes de création puisque vous allez remplir un formulaire sur l'INPI et ça va se faire assez facilement. Pour la création d'une URL ou d'une SASU, là il y a 2-3 petits trucs à voir en plus quand même. Donc on va voir tout ça ensemble pour vous détailler bien comme il faut toutes les étapes de création à prévoir. Donc que ce soit pour la SASU ou pour l'URL, les étapes de création sont les mêmes. Donc premièrement, il va falloir trouver un nom pour votre entreprise. Ça, c'est hyper important. Vérifiez bien sûr qu'il soit disponible. Et généralement, sur une plateforme e-commerce, vous avez besoin d'un site web. Donc le nom, généralement, va avec le site. Donc vérifiez aussi que le site soit disponible. C'est 2 choses différentes. Donc le site, ça sera plutôt un nom de domaine. Donc si le nom de domaine est dispo, ça vous donne un peu des idées pour le nom de l'entreprise, tout simplement. Deuxième étape, il va falloir trouver une adresse. Et donc là, comme je l'ai rapidement abordé tout à l'heure, attention, l'adresse de l'entreprise, c'est OK de la mettre chez vous. Par contre, potentiellement, il faudra un local de stockage ou un autre lieu. Donc, au niveau de l'adresse de l'entreprise, vous pouvez aussi la mettre directement au local de stockage. Pourquoi pas? Ça vous évitera d'avoir 2 établissements. Parce que si vous mettez l'adresse chez vous plus une adresse de stockage, ça fait donc 2 établissements aux yeux de la loi. Et du coup, attention, là, pour le coup, c'est une petite règle. Si on a 2 adresses sur une société de e-commerce, on est obligatoirement au mini-guichet, même si vous ne vendez pas à plus de 10 000 € dans la zone Europe. C'est comme ça. Donc faites bien attention, il faut le garder en tête. Essayez de choisir peut-être qu'une seule adresse et la mettre à l'endroit le plus propice qui s'y prête. Deuxième étape, quand on va vouloir créer sa société, il va falloir définir un objet social. L'objet social, c'est hyper important, ça représente toutes les activités que vous allez faire sur cette structure. Donc là, en l'occurrence, il va falloir détailler l'activité de e-commerce. Au niveau de l'objet social, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de préciser quels produits vous vendez sur votre site, en tout cas dans quel domaine on est. Est-ce que c'est plutôt des vêtements, des produits Voilà, c'est important quand même de préciser dans quelle catégorie vous vous situez. Pourquoi? Parce que l'objet social va déterminer votre contrat d'assurance. Vous serez obligé d'avoir quand même une responsabilité civile professionnelle et donc l'assureur va vous demander les statuts avec l'objet social. Et donc plus vous restez large, plus l'assureur va penser qu'il y a beaucoup de produits que vous vendez et donc vous allez vous retrouver avec des contrats très chers. Donc c'est important de vous focalisez sur ce que vous vendez réellement, quitte à peut-être plus tard remodifier l'objet social. Ça sera possible, mais en tout cas, essayez de ne pas trop vous éparpiller pour avoir quelque chose de très quali. Et puis pareil, ça sera plus facile en termes de référencement quand on est spécialisé sur un produit ou voilà, une catégorie de produits. Il y aura une étape très importante, enfin même 2 grosses étapes importantes. Première étape, définir un montant de capital social. Quand on crée une société, il faut apporter un capital à l'entreprise. C'est de l'argent que vous donnez à votre société et qui va vous servir pour payer les premières dépenses. Donc là, c'est assez important. Ça montre aussi la crédibilité de l'entreprise. Donc le minimum, c'est 1 €, mais c'est pas hyper rassurant. Donc renseignez-vous voilà, autour de vous des activités comme la vôtre, quel serait le capital le plus adéquat. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir déposer le capital soit auprès de la banque, soit auprès d'un notaire. Surtout, le plus important, c'est de récupérer l'attestation de dépôt de capital pour pouvoir la joindre au dossier de création. Donc ça, c'est la partie capitale. Et il y aura une deuxième étape assez importante, c'est la publication d'une annonce légale. Il faut publier dans un journal officiel voilà, qu'on va créer une entreprise. Ça, c'est obligatoire. C'est également quelque chose qu'il faudra quand même payer. Donc prévoyez aussi un budget pour cette publication d'annonce légale. Et pareil, bien récupérer l'attestation de la publication de l'annonce légale. Une fois qu'on a réuni toutes ces informations, on va pouvoir créer notre dossier de création. Ça se passe sur le site de l'INPI. On va remplir plusieurs catégories. Il faudra bien joindre toutes les pièces justificatives qui vous seront demandées. Et ensuite, l'INPI s'occupe de tout. Donc c'est eux qui vont faire les envois auprès du greffe, auprès des impôts, pour que tout soit bien immatriculé comme il faut. Et en général, entre 1 semaine et 10 jours, vous recevrez le cabis avec le numéro SIRET. Et là, votre société sera officiellement créée. Donc voilà, vous avez en tête les différentes étapes de création. Évidemment, vous pouvez le faire seul sur le site de l'INPI. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par un expert comptable comme nous, puisqu'on peut s'occuper de toute la création de A à Z à votre place. C'est quand même hyper sympa, ça vous évite encore une fois une surcharge administrative. Et surtout, ce qui est super, c'est que nous, on vous offre la création. Donc, vous n'aurez pas d'honoraires juridiques à payer. Ça vaut quand même une valeur de 249 € et ça, on vous l'offre. Donc, c'est remisé à 0. Ce qui restera à votre charge, ce sera uniquement les frais de tiers. Donc,
Il y a quelques frais pour le greffe et pour l'annonce légale, comme on l'a vu. Nous, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on vous les avance. Donc, vous ne sortez rien de votre poche perso. C'est vraiment nous qui payons pour vous. Et ensuite, quand la société est créée et que vous avez ouvert votre compte bancaire, on vous demandera de nous rembourser cette somme. Mais ça, c'est super, parce qu'au moins, ça vous permet pour l'instant de ne rien débourser. Et puis, deuxième petit point intéressant aussi, c'est que nous, on a une assurance anti-rejet. Qu'est-ce que c'est ? Forcément, quand vous allez déposer votre dossier à l'INPI, si vous avez oublié il y a une petite erreur ou le document n'est pas totalement bien rempli, sachez que le greffe peut rejeter votre dossier. Si par exemple le justificatif n'était pas correct, ils peuvent rejeter le dossier. Il faut vraiment que tout soit très correct et cohérent. Ils vont rejeter votre dossier, vous devrez modifier, le renvoyer et il y aura des frais pour le réenvoi du dossier. Donc avec nous, déjà, on a l'habitude, donc on s'assure que tout soit carré et conforme. Et si jamais il y a un rejet, vous ne le verrez même pas puisqu'on a l'assurance anti-rejet, on prend tout à notre charge et on renvoie le dossier pour que tout soit conforme.